Nous restons à l'étranger pour tenter de comprendre pourquoi certains pays d'Asie s'en sortent mieux. Je vais vous donner par exemple un chiffre. En Chine, il y a eu 20 nouveaux cas entre dimanche et lundi et zéro décès. Preuve que la pandémie, en tout cas d'après les chiffres qui nous sont communiqués, est largement maîtrisée en Chine. Pour en parler, je suis en compagnie d'Axel Kahn. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Vous êtes médecin, généticien, essayiste, l'éthique dans tous ses états. Votre livre publié aux éditions de l'Aube vient d'être republié au format poche. Et puis je vois que vous avez un ruban rose. Alors ça, je sais ce que c'est, mais vous avez un badge. Et comme avec la distanciation physique, vous êtes Voilà, loin, je j'ai la suis le vue président basse. national de la Ligue contre le cancer et ce badge que vous voyez est le badge de la Ligue contre le cancer. Et vous le portez, j'imagine, pour sensibiliser le ruban Voilà, rose. alors, pour sensibiliser à ce mois d'octobre, qui est un mois de mobilisation contre le cancer du sein, pour le dépistage précoce. Et à la Ligue, nous sommes particulièrement inquiets parce qu'avec le confinement et puis le retard qui ont suivi, il y a un très important retard au diagnostic, donc au début du traitement. Et il y a vraiment des chances, c'est-à-dire des vies de femmes qui sont menacées aujourd'hui. Donc le message à toutes les femmes, c'est aujourd'hui, le cancer est bien plus grave que ne pourrait l'être la Covid. Donc, allez vous faire détecter, dépister et consulter. Voilà, c'est dit, c'était important de faire passer le message. Axel Kahn, pourquoi la Chine aujourd'hui est-elle dans une situation qui semble enviable par rapport à l'Europe en général et la France en particulier ? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première raison est que, évidemment, l'épidémie l'a frappée avant tout le monde. Et la deuxième raison, c'est qu'elle a utilisé beaucoup plus massivement l'arme qui est l'arme absolue contre le virus, qui est le confinement. Le confinement complet, total, prolongé. On l'a vu d'ailleurs en France. Il n'y a pas plus efficace, c'est tout à fait évident, pour arrêter la circulation du virus que le confinement. Évidemment, le prix à payer est important, mais c'est très intéressant de regarder ce qui se passe en Chine, qui a confiné pendant 3 mois et il fallait se faire monter la nourriture avec un panier. Alors, c'était vraiment un confinement bien pire que ce que l'on a connu en France. La Chine, maintenant, évidemment, elle a pâti économiquement durant le confinement. Maintenant, elle a repris sa marche en avant économiquement et elle peut faire à Wuhan des fêtes sans masque. Et donc, elle peut dire, nous, par rapport à l'Amérique qui n'arrive pas à se tirer de ce désastre qui est dû à une gestion épouvantable, cataclysmique, nous, notre modèle est meilleur. Et ce à quoi on a assisté à l'occasion de cette pandémie, c'est une accélération de la bascule du monde vers, évidemment, l'Orient. C'est tout à fait évident. Vous êtes en train de nous dire que notre confinement à nous, Français, n'a pas été suffisamment sévère ? Si notre confinement a été efficace, il a très très bien marché. Au terme du confinement, la circulation virale était très faible. Ce qui a été raté, vraiment tout à fait raté, c'est le déconfinement. Ce n'est pas le confinement. Je m'explique. Après le confinement, la circulation virale était vraiment très basse, mais pratiquement, on n'a averti personne. On a cessé les messages. Et donc, que voulez-vous ? Les jeunes femmes, les jeunes hommes, ou moins jeunes, mais pas trop vieux quand même, eh bien, ils en avaient assez, ils n'en pouvaient plus du confinement. Ils sont sortis, ils ont fait un peu la fête, puis après, ils sont allés dans toutes les régions où il n'y avait pas encore beaucoup de virus, le Grand Sud, le Grand Ouest, et puis ils se sont contaminés petit à petit, parce que même si la circulation virale avait beaucoup diminué, elle n'avait pas disparu. Et puis progressivement, avec un délai d'environ 3-4 semaines, ils se sont mis à contaminer les plus anciens, les plus fragiles, qui eux s'étaient protégés, qui n'avaient pas été contaminés, parce que évidemment, l'idée selon laquelle on pourrait uniquement protéger les anciens et les fragiles, et pas le reste de la population, ne marche nulle part, absolument jamais. On y reviendra à propos de la Suède, éventuellement, ils habitent sur la même planète, dans les mêmes villes, etc. Et il y a toujours une contamination qui se fait. Bon, mais je me souviens qu'à l'époque, des scientifiques, pas vous, etc., mais d'autres disaient que l'immunité collective était atteinte parce qu'en fait, on avait mal calculé qu'il y avait un risque, ou plutôt une chance, que le virus soit moins méchant qu'il n'y paraissait.
Oh, vous savez, on entend tellement de choses, tout le monde dit n'importe quoi un peu. Moi, je ne vous ai pas dit ça, en tout cas. Je me rappelle avoir été interviewé au Matin de France Culture. Alors, c'était évidemment pendant le confinement, donc on n'était pas en tête-à-tête comme on l'est aujourd'hui, mais il n'empêche que j'avais Vous pu n'aviez pas m'exprimer du tout dit cela. longuement, et je vous certifie que je n'avais pas dit cela. Naturellement, le résultat du confinement, c'est qu'il n'y a pas d'immunité collective. Mais si on avait laissé, les projections, tout le monde est à peu près d'accord, si on avait laissé l'immunité collective se dérouler, il y aurait eu en France entre 200 et 350 000 morts. Donc c'était le prix à payer. La Suède, qui a joué un peu ce rôle, la Suède, elle a 5 à 10 fois plus de morts par 100 000 habitants, par 1 million d'habitants, que la totalité des pays limitrophes. Alors voyez ce que ce serait si on avait 5 à 10 fois plus de morts que tous les pays limitrophes. Ce qui veut dire que l'expérience suédoise, au jour d'aujourd'hui, comme il ne faudrait pas dire, eh bien, Axel Kahn, elle reste une expérience à proscrire ? Oui, c'est un échec. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont mis les vieux sous cloche. Les vieux sont morts. C'est une hécatombe épouvantable. Chez ceux qui n'ont pas été sous cloche, globalement, si vous voulez, la mortalité dans le pays est, je vous l'ai dit, 5 à 10 fois plus forte que la totalité des pays. Le Danemark, la Norvège, la Lettonie, l'Estonie, etc., etc. Et en plus, il y a donc une hécatombe chez les plus anciens, chez les anciens, et en plus, l'effondrement économique, parce que aucune économie ne vit en autarcie, l'effondrement économique est plus important que dans les pays anciens. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est le modèle suédois. Axel Kahn, lors de notre dernière discussion ici même, vous aviez évoqué, alors vous mettiez toutes les précautions à cet égard, vous disiez cependant qu'il y avait une hypothèse selon laquelle les populations asiatiques seraient moins naïves que nous par rapport au coronavirus. Qu'en sait-on aujourd'hui ? Alors écoutez, on n'a pas avancé, mais le fait est que globalement, la mortalité dans tous les pays d'Asie est très inférieure à ce qu'elle a été en Europe et en Amérique. Très inférieure. Peut-être parce que les chiffres sont trafiqués en Chine ? Oui, c'est possible, mais c'est pas vrai à Taïwan. C'est pas vrai en Corée, c'est pas vrai au Japon. Donc quand on regarde globalement, et je n'ai fait qu'avec beaucoup d'humilité car je n'ai aucune certitude, l'idée selon laquelle les crises précédentes d'infection par CoV-1 notamment, SARS-CoV-1, ici maintenant l'infection est due à SARS-CoV-2, aurait pu laisser une immunité croisée, partielle mais néanmoins protectrice. Ou alors peut-être y a-t-il des différences génétiques. Évidemment, nous ne sommes pas tous égaux quant à la résistance à toutes les maladies infectieuses notamment et particulièrement à la Covid. Donc je ne le sais pas, mais globalement on peut dire c'est que leur gestion de l'épidémie a été supérieure, sans doute, je vous l'ai dit. Je veux dire, la Chine, immense pays, entre le dépistage massif, l'isolement de tous les cas contacts et un confinement féroce, il faut bien reconnaître, absolu et prolongé, mais parce que les Chinois critiquaient notre confinement. Ils plaisantaient en disant... Oui, ils disaient qu'il n'était pas assez fort. Mais quoique pas assez fort, il a quand même marché. Il a quand même marché, je dirais vraiment, que la grosse erreur, c'est le déconfinement. Le déconfinement a fait perdre une partie de ce que le confinement avait permis, avec un certain héroïsme des Françaises et des Français, d'obtenir. Axel Kahn, c'est plus facile pour une dictature de combattre un virus, tout simplement parce que, par exemple, si on prend les applications de traçage, on voit en France, même le Premier ministre ne l'a pas téléchargé. En Chine, c'est absolument inconcevable de ne pas l'avoir sur son téléphone portable. Oui, vous avez raison. Ça, je l'avais dit très tôt, cela. C'est-à-dire que, face à une pandémie, c'est un inconvénient d'être dans une démocratie. Et c'est encore plus un inconvénient d'être dans une démocratie contestataire. On le voit très bien. Cette exigence de ne pas se plier à quelques préconisations sanitaires ou autres que ce soit, ces mouvements de résistance, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne aussi bien ou en France, ce sont des phénomènes
qui nuisent à l'efficacité des mesures sanitaires. La démocratie, de ce côté-là, elle peut être un avantage pour énormément de choses, mais d'un point de vue sanitaire, par rapport au virus, ce n'est pas un avantage. Alors, est-ce qu'il aurait fallu, je ne sais pas, peut-être faire évoluer les mœurs, les usages, s'inspirer de la Chine sur les applications de traçage, sur l'application également des quarantaines, parce qu'on a tous entendu des gens qui étaient en quarantaine, mais dans la rue, dans les bars. Alors, ce qu'il aurait, c'est facile, hein. Moi je suis un homme d'une certaine humilité et je ne prétends pas avoir la science infuse. Mais il se trouve que je connais bien les génies épidémiques. C'est vraiment un domaine dans lequel je suis à l'aise et c'est la raison pour laquelle j'avais assez bien prédit, puisqu'on était ensemble, vous pouvez le confirmer, j'avais assez bien prédit tout ce qui allait se passer. Mais ce qu'il aurait fallu faire, je crois qu'on a bien confiné, bon, démocratiquement quand même, hein, on n'est pas la Chine, donc on a bien confiné, ça a marché comme on pouvait penser, évidemment ça fait s'effondrer l'économie, mais peu importe, si après 3 mois on est capable de repartir, ça c'est formidable. La Chine c'est comme ça, la Chine pendant 4 mois n'a rien fait, n'a rien exporté. Il n'empêche que maintenant la Chine va recommencer à produire pour le monde entier. Et donc on voit la différence. En revanche, ce que l'on a très mal su faire, c'est convaincre les personnes que après cette victoire, il fallait la conforter, la consolider. On a cru que la victoire était obtenue, que la guerre était gagnée et qu'on n'en parlait plus, qu'on était dans une période de paix avec le virus. Or, voyez-vous, le virus, lui, n'avait pas signé la paix. Mais c'est quand même très étrange de voir les chiffres de mortalité, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pays qui s'en sortent très mal, plus mal que la France en termes de nombre de morts par million d'habitants, la Belgique, le Chili. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur que l'on ne comprendrait pas ? Est-ce que les contacts, la manière dont la vie sociale s'organise explique tout ? Est-ce qu'il y aurait différentes souches de virus ? Bref, on voit une prolifération d'explications pour tenter de comprendre pourquoi, encore une fois, en Chine, il n'y a plus de nouveaux cas, alors que en Belgique, en France, dans d'autres pays, ça se passe beaucoup plus mal, Axel Non, Kahn. c'est pas ça, là. D'abord, il ne faut pas accabler les Belges. La Belgique est un... Je n'accable personne. Voilà. Les Belges, c'est un très petit pays. Et on ne peut pas comparer la Belgique à la France. Il faut comparer la Belgique à l'ensemble Alsace-Lorraine ou bien à la région Île-de-France. Et la Belgique n'a pas plus de morts que l'Alsace-Lorraine et pas plus de morts par million d'habitants que la région parisienne. La Belgique à 820 morts par million d'habitants, quelque chose comme ça, hein, je le dis comme ça de mémoire, et la région parisienne à peu près pareil, peut-être même un tout petit peu plus. Pourquoi ? Parce que c'est l'urbanisation qui est le facteur principal ? Non, mais il faut bien voir que le virus, au départ, n'était pas présent, ne s'est pas répandu également. Il y a eu un gradient. Et très clairement, il y a eu un important gradient en Europe de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle tous les pays d'Europe de l'Ouest sont extrêmement atteints. Et puis ce gradient décline, on le voit très bien, en allant vers l'Est. Donc nous, notre Grand Est est atteint. L'Allemagne, alors il y a peut-être d'autres raisons, mais cet élément-là intervient. L'Allemagne qui est à l'Est est moins atteinte, mais quand vous allez plus à l'Est encore, avec des pays qui n'ont pas l'extraordinaire développement sanitaire de l'Allemagne, ils sont très peu atteints. La Pologne est très peu atteinte, la Hongrie est très peu atteinte, l'Autriche est très peu atteinte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une poche importante de maladies dans cette région d'Europe de l'Ouest. Ce qui se passe par exemple en Scandinavie, c'est que le virus n'est pas très très présent, sauf en Suède, parce qu'ils ont fait des conneries. Voilà, donc même quand le virus n'est pas très présent, mais qu'on ne prend pas de protection, alors localement il peut proliférer. C'est ça, il faut vraiment prendre la dimension géographique en compte, autrement on n'y comprend rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pistes en dehors du vaccin ? Et lors de notre dernière discussion, vous étiez relativement optimiste. Vous voyez que je suis toujours... Hein. Sans donner de date, vous allez me le dire. Vous allez me dire si, pour vous... Parce qu'en revanche, hier, le Premier ministre disait il va falloir vivre longtemps avec ce virus. Le vaccin n'est pas pour demain. Pour vous, je pense, bon, je peux me tromper. Alors, je suis d'un naturel relativement optimiste. J'essaye d'être lucide. Je vous en remercie d'ailleurs. Voilà. J'essaye d'être lucide, d'être humble, hein, mais je suis relativement optimiste. Je pense qu'il y aura plusieurs centaines de millions de doses de vaccins qui seront disponibles avant la fin de l'hiver.
donc avant le 21 mars 2021. C'est mon pronostic. Alors je peux me tromper, si je me trompe, je reconnaîtrai que je me suis trompé. De toute façon, On à verra. cette période-là, Axel Kahn, mais ces doses de vaccins disponibles, on entend dire là aussi que ce vaccin ne serait pas nécessairement efficace à 100%, qu'il pourrait l'être à 50%. Expliquez-nous pourquoi certains vaccins sont efficaces à 100%, tandis que d'autres, le vaccin par exemple contre la grippe, lui n'est pas présenté comme étant efficace à 100%. Alors, la grippe, c'est lié à une variabilité antigénique. Lorsqu'il y a une épidémie de grippe, on essaye de voir un peu le virus qui s'avance. Enfin, quand je dis qu'il s'avance, il ne s'avance pas tout seul. Il est transmis de personne infectée en personne. Et on fait un vaccin contre ce virus qui va être responsable de l'épidémie. Et il y a des variations antigéniques extrêmement importantes chaque saison pour la grippe. Et donc le vaccin, évidemment, la vraie infection n'est pas toujours avec des virus qui ont cette formule antigénique contre laquelle les anticorps du vaccin ont été développés. Si bien qu'il y a une efficacité de l'ordre de 50 à 60%. Pour ce qui est du coronavirus, sans doute il n'y a pas une telle variabilité antigénique. Ça c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est un virus qui, pour ses caractéristiques antigéniques principales, n'évolue pas énormément. Cependant, il a une interaction avec le système immunitaire qui fait que la réponse immunitaire, elle est efficace, puisqu'on guérit en règle générale de la maladie, mais on voit très bien qu'il y a des phénomènes d'échappement. Et ça sera vrai également à la réponse immunitaire qui est liée à la stimulation vaccinale. Et est-ce que, là aussi, comme on s'attend à avoir une vaccination contre la grippe, on a évoqué la possibilité qu'un virus, comment dirais-je, empêche les autres de se multiplier, je le dis avec mes mots Axel Kahn. Est-ce que cela relève d'une hypothèse ou est-ce que c'est purement fantaisiste? Est-ce qu'il faut se faire vacciner contre la grippe pour d'autres raisons, pour ne pas savoir la grippe? Ou est-ce qu'il y a d'autres hypothèses qui sont aujourd'hui des hypothèses auxquelles songent les scientifiques? Alors pour la grippe, 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, oui, il faut se faire vacciner, c'est pas la peine d'avoir les deux à la fois. Deuxièmement, le fait que nous fassions attention, que nous portions un masque, que nous lavions les mains, va énormément diminuer le nombre de grippes. Dans l'hémisphère sud, lors de l'épisode hivernal où ils ont eu la grippe, comme tout le monde, la fréquence des infections grippales a été divisée par 10. Et donc, si on ne fait pas les cornichons en Europe avec nos masques et toutes les autres mesures, ça devrait également protéger de la grippe. D'ailleurs, on voit très bien, les pédiatres savent très bien qu'il y a beaucoup moins de gastro-entérite, il y a beaucoup moins d'autres infections. Contrairement à ce que disent les abrutis, les masques, ça marche, ça marche très bien. Une dernière chose, avant de se retrouver dans une vingtaine de minutes, Axel Kahn, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui d'autres choses à faire en France? Donc il y a eu une limitation de l'ouverture des restaurants à Paris et à Aix-Marseille. Est-ce qu'il faudrait faire d'autres choses? La France prend des bonnes mesures, mais elle est toujours un peu en retard. Ça, le problème, on voit très bien l'hésitation. Il est certain que le problème économique, il est majeur. Le problème de la soif, de la joie de vivre, il est majeur. Mais parce qu'on veut en tenir compte un peu trop, on est obligé de serrer la vis, toujours avec un peu de retard, sur la période où serrer la vis aurait été le plus efficace. Donc, à l'heure actuelle, on est un peu en retard sur l'événement. Axel Kahn, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer la manière dont la Chine a réussi à maîtriser la pandémie, l'éthique dans tous ses états. C'est votre livre publié aux éditions de l'Aube. Vous serez rejoint par notre camarade Christine Ockrent. Elle publie La guerre des récits aux éditions de l'Observatoire et on verra comment la politique de Xi Jinping appartient aujourd'hui à un grand récit contre cette pandémie. 8 heures, excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et quand je parle d'herbes, je voulais parler d'herbes en Chine pour voir si effectivement la Chine s'en est sortie de cette pandémie. Nous sommes en compagnie d'Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Vous avez publié L'éthique dans tous ses états aux éditions de l'Aube. Et j'accueille ma camarade Christine Ockrent. Bonjour, vous êtes journaliste, écrivain. Vous animez donc chaque samedi sur France Culture Affaires étrangères. Et vous publiez le 7 octobre La guerre des récits. Xi, Trump, Poutine, la pandémie
et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Christine Ockrent, le gouvernement chinois dit-il vrai ? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Non, non, mais on n'a pas d'autre choix. D'abord, évidemment, que de l'écouter. C'est la deuxième économie du monde, celle qui veut devenir la première puissance technologique. Et il est fascinant d'observer à quel point cette pandémie a servi et continue de servir ses ambitions technologiques, précisément. Non, on ne peut pas la croire tout à fait, puisqu'il n'y a qu'un seul récit. Il y a le récit officiel. Les réseaux sociaux en Chine, quoi qu'on en pense, dans nos sociétés ouvertes, où elles sont aussi exposées à toutes sortes de manipulations, mais les réseaux sociaux sont sous contrôle étroit et servent d'ailleurs aussi au régime à palper l'état de l'opinion en Chine et à diffuser ses propres messages. Et ce qui est tout à fait fascinant, quand on observe la manière dont le récit officiel a été construit en Chine, cette pandémie a probablement surgi au cours du mois de décembre de l'année dernière. Et ce n'est que le 20 janvier que Xi Jinping décrète la guerre du peuple contre le démon. Mais jusqu'à la mi-janvier, le parti communiste local organisait, c'était les fêtes du Nouvel An chinois, organisait des banquets populaires avec 40 000 familles. À partir du moment où le maître du monde ou le maître du ciel comprend l'ampleur et la menace pesant sur cet immense pays-continent d'1,4 milliard, là, évidemment, tous les moyens d'une dictature sont mis en place, avec une efficacité extraordinaire. Quant à croire les chiffres, il faut quand même rappeler que la ville de Wuhan, le berceau, c'est 11 millions d'habitants. La province, le Hubei, 56 millions. Et ils n'ont déclaré, en bout de course, à peu près que 4 000 morts. Et ce qui a été singulier, c'est qu'on a vu, au moment de la fête des morts en Chine, en février, on a vu les familles arriver avec des urnes funéraires, parce que c'est leur rituel. Et évidemment, le nombre de ces urnes était démesuré par rapport au nombre officiel. De combien aurait-il menti, Christine Ockrent ? Là encore, les chiffres, à mon avis, ne sont pas du tout fiables. Il faut quand même rappeler que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait montre vis-à-vis du régime chinois et de sa manière de traiter cette pandémie, à la fois d'une immense admiration quant à son efficacité, mais aussi d'une grande timidité pour aller vérifier sur place. D'abord, ils n'avaient pas le droit d'y aller, c'était aussi simple que cela. Donc, je ne me hasarderai pas à des données chiffrées, mais on peut penser que c'est au moins les chiffres réels, 2 fois, 3 fois. Il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle de cette immense population, c'est remarquable. Et qu'effectivement, cette pandémie a été jugulée dans un calendrier qui est tout à fait contraint, encore une fois, par rapport à l'ampleur du risque. Mais Axel Kahn, c'est quand même assez ironique parce que on peut se dire aussi que l'ampleur de cette pandémie est liée aux retards qui ont été observés en Chine pour observer ce qu'était cette maladie, la regarder en face, et l'OMS qui, elle aussi, probablement, a perdu du temps. Ce n'est pas lié qu'à cela. Regardez le cas tout à fait catastrophique des 2 grands pays d'Amérique que sont le Brésil et les États-Unis d'Amérique. La maladie est venue chez eux bien après, quelques semaines après l'Europe et puis longtemps après la Chine. Ils avaient vraiment tout le temps de s'y préparer. Et ils savaient, on leur avait dit, ils connaissaient la forte mortalité en Europe de l'Ouest. Et enfin l'épidémie, elle devait y arriver, est arrivée chez eux, ils n'étaient pas prêts du tout. Et donc, si les Chinois nous avaient avertis 1 mois avant, ça n'aurait pas radicalement changé les choses. Il n'empêche que j'eusse préféré que les Chinois nous avertissent 1 mois avant. Mais bon, globalement, si vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions. Christine Ockrent. Néanmoins, la Chine a maintenu ses vols intercontinentaux à partir de Wuhan en particulier, et notamment vers l'Italie. Et donc, lorsque Donald Trump est parti en guerre contre entre guillemets, le virus chinois, le kung flu, parce que Trump a toujours le sens de la formule qui va faire le tweet du matin, il est un fait que la non-interruption des
de ces vols a extraordinairement favorisé, à la mesure de la mondialisation des échanges économiques, la propagation du virus. Oui, c'est l'origine de Excel. l'épidémie, notamment en Italie du Nord. Absolument. Il y avait de forts échanges avec la Chine. Christine Ockrent, puisque vous parlez des États-Unis et Donald Trump était évidemment dans l'actualité avec sa sortie d'hôpital, est-ce que ça va le servir politiquement? J'ouvre juste une parenthèse à cet égard. Comme toujours avec Donald Trump, il ne se préoccupe pas d'union nationale, il se préoccupe de son propre socle électoral. Vous avez vu cette sortie surréaliste où il est allé faire coucou à ses supporters quand il était encore hospitalisé. Donc ça a fait jaser les médias qui lui sont opposés en disant « mais comment le chauffeur, les gardes du corps, etc. Regardez le risque qu'il leur fait prendre ». Et la manière dont il est entré à la Maison-Blanche, enlevant délibérément son masque et disant dans un tweet, bien à sa manière, « Regardez, je suis le plus fort, je montre l'exemple, faites comme moi. Cette pandémie, en gros, on va en venir à bout, ce n'est rien. » Alors, Trump a le sens, il ne faut jamais oublier, c'est un battleur de la télé-réalité et il sait imposer ses formules au cycle médiatique. Donc il tweet très tôt le matin et à partir de ce moment-là, les médias américains et nous-mêmes dans cette noble radio, qu'est-ce qu'on fait? On commente les tweets de Trump. Mais la manière dont le récit américain, donc la première puissance du monde, qui a démontré sous le choc de cette pandémie, toutes ces fractures, toutes ces fêlures, toutes ces failles, incarnées donc par ce président qui, dans un système fédéral, n'a pas non plus tous les pouvoirs pour imposer une politique. D'ailleurs, il n'en a pas eu, et c'est le drame. On voit comment ce récit américain, en fait, révélait la faiblesse des États-Unis d'aujourd'hui, et surtout par rapport à la Chine de Xi Jinping, encore une fois forte d'un régime politique dictatorial, mais aussi des méthodes qui l'accompagnent. Alors toujours dans la même parenthèse, Axel Kahn, le traitement médical de Donald Trump, je crois qu'il n'a pas eu d'hydroxychloroquine finalement. Non, il n'a pas eu d'hydroxychloroquine parce que c'est inactif, simplement. C'est une bonne raison. Il en prenait au début à titre préventif, il a cessé. Voilà. Il a tout envoyé à Bolsonaro parce qu'ils avaient tellement de stock. Absolument. L'Inde en a envoyé aussi à Bolsonaro au Brésil. Il a eu des traitements qui sont expérimentaux, sauf l'un, des corticoïdes. On sait que les corticoïdes diminuent les conséquences des formes graves, ce qui montre qu'il a été considéré comme ayant une forme sévère. Et de fait, on l'a très bien vu, il a eu besoin d'oxygène, il était essoufflé. Et même en sortant de la Maison-Blanche, en le regardant, il est clair qu'il cherche son souffle beaucoup plus que d'habitude. Il a donc eu deux anticorps. C'est grave, docteur? Comment? C'est grave, docteur? Il a une forme qui a inquiété les médecins. Ça, c'est tout à fait évident. Et il n'est pas totalement sorti d'affaire. En gros, au point de vue pronostic, la mortalité globale de la maladie dans le monde entier, je parle des infectés, est de l'ordre de 0,05%. 0,5%. Dans le cas d'un homme de 74 ans, c'est 6 à 7%. Dans le cas d'un homme de 74 ans qui a un excès pondéral qui pèse 110 kg, le risque de mortalité doit être de l'ordre de 10-12%. Et donc, il a tout de même 90 chances sur 100 de s'en tirer. Mais on voit que le risque chez lui est, on va dire, 20 fois plus important que dans la moyenne de la population et 100 fois plus important que chez quelqu'un qui est jeune. Et il a eu des signes qui étaient inquiétants et on avait des raisons d'être inquiets. Donc, il a eu des traitements expérimentaux. Il a eu 2 anticorps qui sont dirigés contre la protéine de spicule, qui est la clé grâce à laquelle le virus entre en mettant dans la serrure. La serrure dans la cellule, c'est un récepteur qu'on appelle ACE2. Et donc, c'est un anticorps qui masque en quelque sorte la clé de telle sorte qu'elle ne puisse plus entrer dans la serrure. Donc, des corticoïdes, et puis c'est surtout ça qu'il a eu comme produits importants. Et le remdesivir, qui est le fameux produit de Gilead. Qui n'est pas très efficace. Mais alors, justement, sur ces anticorps synthétiques produits par une biotech Regeneron, est-ce que vous pensez qu'il faudrait déployer cela au-delà donc, de l'essai extrêmement réduit pour l'instant, 275 personnes en ont bénéficié, Axel Kahn. Il faut faire un essai clinique, ils sont en train d'être menés. Les premiers résultats qu'on en a montrent que ça n'est pas inintéressant, mais que ça n'est pas totalement salvateur. Et
on ne doit pas s'en étonner. Les maladies virales sont des maladies intracellulaires. Les anticorps, ils agissent à l'extérieur de la cellule. Et donc, de toute façon, ces anticorps, ils agissent sur la phase extracellulaire de la maladie. Ils ne peuvent rien faire sur la phase intracellulaire de la maladie. Le Financial Times s'inquiète parce que la dexaméthasone qui a été administrée à Donald Trump peut causer, je cite le FT, des dépressions sévères. Oui, mais également un peu d'enthousiasme, un peu d'excitation. Pour l'instant, c'est plus la deuxième hypothèse qui semble se vérifier. Et avec un bon hamburger au fromage qui coule et un coca triple calories, ça va bien se passer. Il n'y a rien à craindre. Christine Ockrent, il y a une autre guerre entre les nations. On parlait de la Chine et de la manière dont le récit national chinois, puisque vous publiez La guerre des récits aux éditions de l'Observatoire, se sert de cette pandémie. Il y a la question des vaccins. On a vu ce que Poutine en faisait, ce que Xi Jinping tente d'en faire. Justement, si vous pouviez nous éclairer à ce sujet. Les Chinois, et je parle sous le contrôle d'Axel Kahn, les Chinois ont pour le moment 3 candidats vaccins en phase 3, c'est-à-dire en phase d'expérimentation sur un très large échantillon d'au moins 30 000 personnes. Et où conduisent-ils ces expérimentations ? Très largement au Brésil, aussi au Pakistan, mais surtout au Brésil. Pourquoi ? Parce que le Brésil a une assez bonne infrastructure sanitaire et, hélas pour eux, énormément de malades. Et pour que ces tests soient vérifiables, il faut évidemment une population de malades. Vladimir Poutine a annoncé le 11 août dernier, triomphant, qu'un vaccin russe, le vaccin russe, était le premier. Il l'a d'ailleurs nommé Sputnik 5 pour bien rappeler l'humiliation que l'Union soviétique en 1957 avait fait subir aux États-Unis dans l'espace. On ne sait pas tout à fait ce qu'il est advenu de ce vaccin qui a été inoculé, a dit Poutine, à l'une de ses filles, mais aussi à probablement des militaires. Ça, c'est la méthode chinoise aussi. Ils testent d'abord les militaires. Et en Chine, c'est intéressant de le savoir, en Chine, la recherche médicale est très largement sous le contrôle de l'armée. Néanmoins, ce vaccin russe rencontre en Russie même, et c'est le problème de tout vaccin, un problème de confiance. Il y a à côté de cela, évidemment, les différents candidats vaccins occidentaux, selon des méthodes différentes. Je crois qu'il y a différentes manières d'essayer de mettre au point un vaccin. Et là, c'est le Big Pharma américain, avec des alliances, et ça c'est assez nouveau, des alliances entre des biotech qui sont en pointe, comme Moderna par exemple, et les grosses compagnies habituelles, Pfizer, Merck, Sanofi, bien évidemment, que l'on considère comme étant prometteurs. Mais il y aura sans doute une première génération de vaccins et puis une deuxième. Et donc, leur taux d'efficacité, quel sera-t-il ? Et encore une fois, comment convaincre le public dans nos démocraties où le choix existe, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas en Chine. Cela reste évidemment une question entière. Mais j'ai été frappée d'apprendre que la plateforme que l'INSERM a lancée sur Internet jeudi dernier pour inciter, pour chercher, pour trouver 25 000 volontaires pour des tests de phase 1, au bout de 24 heures, 18 000 personnes s'étaient inscrites. Donc ça, c'est un bon signe. Il faut contribuer, bien évidemment, chacun à sa mesure, à ce que l'on peut faire contre cette pandémie. Axel Kahn, un commentaire sur les différents candidats à vaccins et sur les pistes qui sont suivies sur le plan scientifique, parce que toutes ne sont pas les mêmes, évidemment. Alors, un commentaire, effectivement, sur les pistes et les vaccins qui sont les plus en avance. Les vaccins, la méthode la plus classique, c'est un virus inactivé. Le virus, il est virulent, mais si vous l'inactivez par un produit chimique ou bien en le chauffant, il n'est plus virulent, mais il garde les antigènes, il peut entraîner une réaction anticorps. Et il y a plusieurs candidats vaccins. Un des candidats vaccins chinois, qui a déjà été testé sur pas loin de 100 000 personnes, est un vaccin inactivé. Ça sera sans doute le premier à être vraiment disponible sous la forme de centaines de millions de doses. Une deuxième catégorie de vaccins est tout à fait nouvelle, car cette catégorie, ce type de vaccin n'a jamais été utilisé chez les humains.
C'est un virus recombinant, c'est un OGM. C'est un adénovirus qui a été débarrassé des gènes qui sont responsables de la pathogénicité de l'adénovirus, qu'on a remplacé par les gènes qui codent la fameuse protéine spicule dont j'ai parlé tout à l'heure, cette clé qui permet au virus d'entrer. Et les Chinois ont par conséquent très avancé un vaccin de ce type, mais également AstraZeneca, très avancé, et le vaccin Sputnik, c'est 2 adénovirus recombinants en réalité. Et puis il y a d'autres catégories, Moderna dont a parlé Christine Ockrent, c'est une nouvelle classe de vaccins, on n'a jamais vacciné personne avec ça, c'est un ARN viral. L'ARN viral va rentrer dans les cellules et va faire en sorte que les cellules se mettent à synthétiser les protéines virales contre lesquelles une réponse anticorps pourra être engendrée. Voilà, si vous voulez, certains des types. Le vaccin que l'Institut Pasteur est en train de développer, et ils partent de ce qu'ils savent bien faire, que le vaccin contre la rougeole. Et ils prennent le virus du vaccin contre la rougeole et ils introduisent par génie génétique la protéine de spicule, c'est toujours la même contre laquelle les anticorps se développent. Il est déjà prêt à être testé pour les premiers tests, mais il est des mois en retard sur les vaccins dont je vous ai parlé. Ceux qui sont vraiment en avance sont les Chinois, incontestablement, et AstraZeneca. Donc vous pariez sur eux, avec tous les aléas, bien entendu. Oui, mais il y a 300 vaccins qui sont en train d'être préparés. Donc, Christine Ockrent, ça veut dire que la Chine aujourd'hui a, en tout cas dans son récit, une avance sur le plan médical, sur le plan économique aussi. Là aussi, c'est quand même très ironique, sachant que la pandémie est née là-bas. Oui, bien sûr, mais le régime chinois sait à quel point, et c'était frappant lors de l'Assemblée générale du Parti communiste fin juin, début juillet, le régime sait à quel point le contrat passé avec un peuple immense qui accepte, faute de mieux, d'être privé de toutes sortes de libertés, c'est évidemment d'avoir un niveau de vie qui soit maintenu au moins et si possible augmenté, mis à part les migrants, qui est un problème immense en Chine, et c'est d'ailleurs une population qui a été... Les migrants, c'est-à-dire à l'intérieur de l'espace chinois, vous avez des centaines de milliers de travailleurs qui errent d'une immense conurbation à une autre pour trouver du travail, des moyens de subsistance, et c'est la population qui a été le plus frappée par la Covid-19. Mais le régime sait qu'il faut que l'économie reparte. Et puis, ce marché intérieur le permet. C'est ainsi qu'on a vu, au grand soulagement du monde entier, à commencer par nos économies à nous, on a vu l'économie chinoise repartir, certes à un rythme moins effréné qu'auparavant, mais repartir. Le paradoxe, c'est que, bien évidemment, ce régime chinois, qui est en guerre commerciale avec les États-Unis, un Xi Jinping face à Donald Trump, et ils mènent l'un contre l'autre ce que le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé la guerre froide, une nouvelle guerre froide avec une escalade verbale invraisemblable, véritablement, au-delà du langage diplomatique normal, un affrontement que les réseaux sociaux, encore une fois, de part et d'autre, amplifient énormément. Mais la contrainte, eh bien celle-là, celle de l'interdépendance économique, et de ce point de vue, les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne, comme la Chine, a besoin que l'économie reparte, bien évidemment. Et oui, alors justement, l'Europe, dans ce récit-là, Christine Ockrent, semble être particulièrement à la traîne. D'ailleurs, il y a un sondage ce matin dans le Financial Times sur la manière dont les peuples voient la réponse de leur pays à la pandémie. Alors, il y a certains pays européens qui sont fiers, puisque c'est la catégorie qui est utilisée, de la politique menée, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, et puis des pays où la fierté n'est pas de mise, la Pologne, la France, l'Angleterre. Ah, mais la Grande-Bretagne est un désastre. Évidemment, nous autres en France, nous nous lamentons du matin au soir, tantôt parce qu'on considère que les mesures ne sont pas assez efficaces, tantôt on considère qu'elles sont trop aliénantes, etc. Mais ça, c'est notre tempérament et on ne va pas nous changer, même le coronavirus. Mais on ne voit pas assez ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, et avec en fait les mêmes fanfaronnades d'un Boris Johnson qui lui-même sera atteint, et gravement atteint du coronavirus,
et un gouvernement qui change de pied tous les 2 jours et qui tantôt appelle les gens à retourner au boulot, tantôt leur dit « Ah ben non, il faut faire du télétravail ». Donc la crédibilité du gouvernement de Boris Johnson dans cette affaire est très très sérieusement mise à mal. Pour la première fois, je crois, le Parti travailliste est en tête dans les sondages. Non pas qu'il y ait des élections générales bientôt, mais le coût politique de la pandémie pour Boris Johnson est très élevé. Cette fierté, ce coefficient de fierté, Guillaume, dont vous parlez, ce qui est étonnant et admirable, c'est d'y voir figurer l'Italie. L'Italie qu'on a quand même laissé tomber, il faut bien le dire, pendant les premières semaines de la pandémie, parce que la remarque que faisait Axel Kahn, oui, on voyait la Chine et puis on n'a rien fait. Nous, on a vu l'Italie, on n'a rien fait non plus. Et au fond, ce qui est fascinant, quand on retrace là aussi la manière dont ce récit s'est construit, c'est qu'à chaque fois, il y avait 8-10 jours de décalage selon l'avancée du virus. Les Britanniques, encore une fois, avaient une petite semaine de décalage par rapport à nous, et néanmoins, eux non plus n'ont pas suffisamment anticipé ce qui allait les frapper. Donc, le récit en Europe reste très largement national. Néanmoins, on se souvient qu'au mois de juillet, à l'occasion de ce Conseil européen où Angela Merkel et Emmanuel Macron ont réussi à impulser un véritable tournant, il y a un récit européen qui s'est forgé et qui d'ailleurs a été assez mal construit ou assez mal compris, comme souvent, parce qu'il y a eu davantage d'actions du côté de Bruxelles d'ailleurs, ou du côté bilatéral d'un pays à l'autre au sein même de l'Union européenne. Axel Kahn, c'est par où la sortie? C'est le vaccin, c'est l'immunité collective, c'est le temps qui passe? Alors, si on compte uniquement sur l'immunité collective et si on se réfère à des épisodes de pandémie virale passés, on peut s'attendre à vivre avec le virus, on va dire le virus à un certain niveau, pendant 2 ans. Mais je pense que le vaccin, même s'il n'est que partiellement efficace, il y en aura plusieurs de toute façon, viendra ralentir la progression virale et viendra raccourcir ce délai. C'est-à-dire que tout dépend effectivement du virus, de l'observance à la préconisation de vaccination, évidemment. C'est sûr qu'en Chine, tout le monde sera vacciné, ce sera sans doute obligatoire. On sait très bien qu'en France, il y aura 30% de récalcitrants. Et ni la France, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne ne rendront le vaccin obligatoire. Ça ne serait pas socialement et politiquement réellement possible. Il n'empêche, un vaccin qui est à 60% efficace et 60% de la population qui se fait vacciner, c'est un coup de frein extrêmement sérieux à la progression virale. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, que le virus ne passe pas 2021 ? S'il y a le vaccin, on pourrait espérer, d'ici la fin 2021, effectivement, en avoir fini. Et on pourrait même espérer, mais là c'est un peu fou, passer les fêtes de Noël 2021 démasquées. À ce point-là. Christine Ockrent, qu'est-ce que cette pandémie va laisser du point de vue des relations internationales ? On a vu qu'aujourd'hui, la Chine est dans une situation extrêmement favorable par rapport aux autres pays. Que va-t-il advenir des États-Unis et du leadership américain ? Ah bien ça, on le saura à partir du 3 novembre et même pas le 4 novembre au matin parce que je crains que les résultats de cette élection prennent énormément de temps dans une immense confusion et pour le plus grand bonheur des avocats qui, on le constate comme à chaque fois aux États-Unis, ce sont toujours eux qui en tirent profit. Il y a déjà, je crois, plus de 470 procès préventifs pour contester les résultats État par État. Les rapports de force ne sont pas modifiés, les grandes lignes de ce monde troublé ne sont pas modifiées, mais ils sont cristallisés, durcis, et bien évidemment, l'affrontement frontal et d'abord technologique entre la Chine, qui veut devenir la première puissance technologique du monde, et les États-Unis, qui veulent tenter de maintenir une prééminence qui est déjà très très entamée en la matière, cet affrontement va évidemment marquer, au-delà du masque, les années à venir. Et l'enjeu pour nous autres Européens, c'est de ne pas en être à la fois les proies et les spectateurs.
Et c'est bien évidemment tout l'enjeu, me semble-t-il, pour l'Union européenne face à cet affrontement. Mais là aussi avec des situations assez hétérogènes au sein de l'Europe. Bien sûr, mais ça c'est le propre de cet assemblage de pays démocratiques où les questions clés doivent toujours être résolues à l'unanimité, ce qui est évidemment un frein immense quand il s'agit de débroussailler des questions complexes. Néanmoins, c'est notre seule chance de continuer à rester dans le jeu. Un dernier mot, Axel Kahn. Est-ce que Non, je vous en prie. vous observez les choses avec une relative sérénité? Les dernières mesures qui ont été prises en France vous paraissent-elles de nature à stopper ce que d'aucuns appellent une deuxième vague? Écoutez, non, la deuxième vague, on l'a. Disons, il ne faut pas que ce soit un tsunami. Le problème, c'est que, en gros, en deux mots, le temps de doublement de l'infection était de 72 heures au printemps. Il est de l'ordre de 3 semaines. Et la raison pour laquelle cette pandémie a été ralentie environ 5 à 10 fois, ce sont les masques et les mesures barrières. On voit que ça ne suffit pas, puisque malgré ce temps de doublement de 3 semaines, cela se répand. Et donc, il faut monter d'un cran les précautions. Je vous ai dit que c'est ce que fait le gouvernement, les mesures, mais il est toujours un peu en retard sur l'événement. Il faudrait qu'il cesse d'être un peu en retard sur l'événement. Axel Kahn, L'éthique dans tous ses états est publié aux éditions de l'Aube. Christine Ockrent, La guerre des récits, publié donc le 7 octobre aux éditions de l'Observatoire. C'est déjà demain. Et on vous retrouve également dans Affaires étrangères dans quelques jours. C'est déjà dimanche. C'est samedi. Samedi, pardon, à quelle heure? De 11h à midi, Guillaume. Merci Christine. Sinon, on peut le podcaster, le télécharger. Tout à fait. Et d'ailleurs, la dernière émission portait précisément sur la course au vaccin.